Il y a un moment dans chaque jardin où la croissance ralentit soudainement. Les feuilles cessent de s'étirer vers la lumière. Les racines font une pause sous terre et la plupart des gens se précipitent pour mettre de l'engrais, pensant que la plante a faim. Mais que se passerait-il si la plante n'était pas celle qui avait besoin d'être nourrie? Tenez un bocal de mélasse noire épaisse à la lumière, et cela semble presque trop simple pour avoir de l'importance. Un sirop destiné à la pâtisserie que la plupart des gens gardent dans le garde-manger et oublient. Pourtant, au moment où ce flux sombre touche l'eau et se répand dans le sol, un système complètement différent se réveille. Parce que le sol n'est pas seulement de la terre. Sous chaque plante vit toute une économie d'organismes, de bactéries, de champignons, de travailleurs microscopiques qui traitent les minéraux, libèrent les nutriments et les transportent directement aux racines. Dans un sol sain, ces microbes sont constamment actifs. Mais dans de nombreux jardins modernes, en particulier les sols qui ont été labourés, asséchés ou traités avec des engrais puissants, une grande partie de cette vie ralentit et devient dormante. Ils sont présents, mais ils attendent. La mélasse ne nourrit pas la plante. Elle envoie un signal d'énergie dans le sol, une impulsion soudaine de glucides que les microbes reconnaissent immédiatement. En quelques heures, les populations commencent à se multiplier. En quelques jours, le sol lui-même commence à se comporter différemment, plus chaud, plus actif, plus capable de décomposer la matière organique et de libérer les nutriments qui étaient enfermés. Les agriculteurs l'ont compris bien avant que les études de laboratoire ne puissent l'expliquer. Au début du 20e siècle, avant que les engrais synthétiques ne dominent l'agriculture, la mélasse était parfois appliquée directement sur les champs pour stimuler la biologie du sol. Cela paraissait étrange même à l'époque, un sirop collant versé dans l'eau d'irrigation, mais les résultats étaient visibles dans les cultures qui suivaient. Aujourd'hui, la pratique semble presque trop simple pour être prise au sérieux. Mais dans cette vidéo, nous allons examiner de près ce qui se passe réellement lorsque le sucre pénètre dans l'écosystème du sol, pourquoi les microbes réagissent si rapidement, pourquoi le type de mélasse est plus important que la plupart des gens ne le pensent, et comment une seule cuillère à soupe correctement diluée peut modifier l'équilibre de la vie souterraine, de manière à ce que les plantes en bénéficient immédiatement. Parce qu'une fois que le sol se réveille, la plante a rarement du mal à survivre longtemps. Pour comprendre pourquoi la mélasse fonctionne, il faut observer le comportement des plantes lorsqu'elles sont laissées seules dans un sol naturel. La plupart des gens imaginent que les racines absorbent simplement les nutriments comme des pailles aspirant l'eau du sol. Mais ce n'est pas ainsi que la plupart des plantes survivent réellement. Les racines sont des négociatrices. Elles échangent de l'énergie contre des services. Grâce à la photosynthèse, une plante produit des sucres à l'intérieur de ses feuilles en utilisant la lumière du soleil, le dioxyde de carbone et l'eau. Ce que de nombreux jardiniers ne réalisent pas, c'est qu'une partie importante de ce sucre, souvent près d'un tiers de ce que la plante produit, est intentionnellement libérée dans le sol par les racines. Non pas gaspillée, mais investie. Ces sucres agissent comme un paiement aux microbes voisins. Les bactéries et les champignons réagissent immédiatement car le sucre est une énergie qu'ils peuvent utiliser immédiatement. En échange, ces micro-organismes effectuent des tâches que la plante ne peut pas faire seule. Ils décomposent la matière organique, dissolvent les minéraux piégés dans les particules du sol et transforment les éléments bruts en formes que les racines peuvent absorber en toute sécurité. C'est un partenariat silencieux, connu sous le nom de réseau trophique du sol. Lorsque la mélasse pénètre dans ce système, elle modifie l'échelle de ce partenariat presque du jour au lendemain. Au lieu de dépendre uniquement du sucre que la plante peut produire,
les microbes reçoivent soudainement un apport externe de glucides. Pour eux, c'est comme découvrir une source de nourriture inattendue au milieu d'un long hiver. La croissance de la population suit rapidement. Les bactéries de bénéfiques se multiplient. Les réseaux fongiques se développent. En consommant les sucres, ils commencent à traiter la matière organique déjà présente dans le sol. Vieilles racines, fragments de compost, débris microscopiques. Au cours de ce processus, des nutriments tels que l'azote, le phosphore, le potassium et les oligo-éléments sont libérés sous une forme que les plantes peuvent absorber sans stress. Parallèlement, il se passe autre chose que les jardiniers remarquent souvent sans bien comprendre pourquoi. Les organismes nuisibles commencent à décliner. Non pas parce que la mélasse les tue directement, mais parce que l'équilibre des forces se modifie. Lorsque les microbes bénéfiques dominent l'environnement, les agents pathogènes responsables de maladies et certains parasites du sol ont du mal à se disputer l'espace et les ressources. En d'autres termes, le sol devient envahi d'alliés. C'est pourquoi la méthode de la mélasse est souvent mal comprise lorsque les gens la qualifient d'engrais. Techniquement, elle ne fournit pas elle-même de grandes quantités de nutriments. Ce qu'elle fait en réalité, c'est accélérer le système biologique qui sait déjà comment libérer ces nutriments naturellement. C'est moins comme ajouter de la nourriture à une plante, et plus comme financer toute une main-d'œuvre qui travaille sous la surface, transformant silencieusement un sol ordinaire en quelque chose de vivant à nouveau. À ce stade, la plupart des jardiniers s'enthousiasment et font la même erreur. Ils pensent que plus de sucre doit signifier des résultats plus rapides. Mais la biologie du sol ne fonctionne pas de cette façon. En fait, verser du sirop épais directement sur le sol crée généralement le contraire de ce que nous voulons. Au lieu de nourrir les microbes uniformément, cela crée des poches concentrées de sucre qui attirent les fourmis, perturbent les niveaux d'oxygène et ralentissent l'équilibre de l'écosystème du sol. Ce qui fonctionne, c'est la dilution. Considérez la mélasse non pas comme un engrais, mais comme un signal d'énergie qui doit se propager doucement dans le sol où vivent les microbes. Le mélange que les agriculteurs utilisaient discrètement depuis des décennies est étonnamment simple. Et une fois que vous avez compris le ratio, il devient presque impossible de se tromper. Le ratio d'or est d'une cuillère à café de mélasse pour un gallon d'eau, ce qui équivaut à environ 4 litres. Cette quantité est suffisante pour stimuler l'activité microbienne sans submerger le système. C'est une petite dose, mais dans un sol vivant, de petits signaux peuvent déclencher de très grandes réactions biologiques. Le détail suivant importe plus que beaucoup de gens ne le réalisent. Toutes les mélasses ne se comportent pas de la même manière dans le jardin. L'étiquette doit indiquer mélasse non sulfurée et idéalement mélasse noire. Ceci est important, car le soufre, bien qu'utile dans certains contextes agricoles, agit comme un composé antimicrobien. Son but dans le traitement de la mélasse était à l'origine de la conserver et d'empêcher la fermentation. Mais en biologie du sol, cette même propriété peut ralentir ou endommager les microbes, même que nous essayons d'encourager. En d'autres termes, la mauvaise mélasse peut calmer le sol au lieu de le réveiller. Une fois que vous avez le bon type, la préparation devient presque méditative. Commencez avec de l'eau tiède, pas bouillante, juste assez chaude pour aider à dissoudre le sirop épais. Ajoutez une cuillère à soupe et remuez lentement jusqu'à ce que le liquide prenne une couleur ambrée foncée et que la mélasse disparaisse complètement dans l'eau. Lorsque le mélange est homogène, vous pouvez le verser dans un arrosoir ou un seau et le diluer davantage si nécessaire. Ce que vous obtenez est ce que les jardiniers appellent parfois thé microbien, pas thé de compost, pas engrais, juste de l'eau transportant une petite quantité d'énergie que les organismes du sol reconnaissent immédiatement. Et lorsque ce mélange atteint le sol, le vrai travail commence sous la surface. Une fois le thé de mélasse préparé,
La question suivante devient de savoir comment l'introduire dans le jardin d'une manière qui soutient le sol, au lieu de le submerger. Il existe 2 méthodes fiables que les jardiniers expérimentés ont tendance à utiliser, et chacune active une partie légèrement différente de la relation plante-microbe. La première méthode est l'arrosage du sol, et c'est là que les résultats les plus probants apparaissent généralement. Au lieu d'arroser rapidement les plantes par le haut, vous appliquez lentement le mélange de mélasse dilué directement sur le sol autour de la base de la plante. Le but est de laisser la solution s'infiltrer dans la zone racinaire où les communautés microbiennes sont déjà actives et attendent de l'énergie. Lorsque cela est fait de cette façon, le signal du sucre se propage à travers les couches supérieures du sol, où les bactéries et les champignons sont les plus concentrés. En quelques jours, de nombreux jardiniers remarquent des changements subtils. Le sol devient plus foncé, légèrement plus meuble, et plus facile à maintenir humide. Les plantes réagissent en produisant des feuilles d'un vert plus foncé et des tiges plus fortes, non pas parce que la mélasse les a nourries directement, mais parce que les microbes autour de leurs racines ont commencé à travailler plus vite. Le timing est important ici. Les jours chauds pendant la saison de croissance sont les moments où la biologie du sol est la plus active. Lorsque le sol est chaud, les microbes métabolisent le sucre rapidement et le convertissent en cycle nutritif presque immédiatement. Dans un sol plus froid, l'effet est beaucoup plus lent. La deuxième méthode surprend beaucoup de gens la première fois qu'ils en entendent parler, l'application foliaire. Cela signifie pulvériser une version très diluée du mélange directement sur les feuilles des plantes. Pour cette méthode, la concentration est réduite de moitié, environ 1 demi-cuillère à soupe par gallon d'eau, afin que la solution reste légère et douce. Les feuilles ne sont pas des surfaces stériles. Tout comme le sol, elles hébergent des communautés de microbes bénéfiques. Lorsqu'une très fine couche de sucre dilué se dépose sur la surface de la feuille, elle nourrit ces micro-organismes protecteurs. Dans de nombreux cas, cela peut aider les plantes à résister à certaines maladies fongiques, car les microbes bénéfiques surpassent les spores nocives avant qu'elles ne s'établissent. Il y a aussi un deuxième avantage. Les plantes sont capables d'absorber certains oligo-éléments directement par leurs feuilles, notamment le fer, le magnésium et le calcium, qui peuvent donc déjà être présents dans le mélange de mélasse. Ce n'est pas un substitut à la nutrition du sol, mais cela peut donner aux plantes un léger coup de pouce pendant les périodes de croissance active. Toutefois, le timing redevient important. Les pulvérisations foliaires doivent être appliquées le soir ou pendant les périodes les plus fraîches de la journée. Sous un fort ensoleillement, les gouttelettes sur les feuilles peuvent augmenter le stress ou provoquer une brûlure mineure des feuilles, surtout si la surface devient collante. Utilisées avec précaution, les 2 méthodes fonctionnent ensemble. L'arrosage du sol dynamise l'écosystème souterrain, tandis que la pulvérisation foliaire renforce la couche protectrice sur la plante elle-même. Et lorsque les 2 systèmes sont actifs, les racines en dessous et les feuilles au-dessus, tout le jardin commence à se comporter différemment. Il y a une raison pour laquelle les anciens agriculteurs traitèrent la mélasse avec respect. C'est simple, bon marché et extrêmement efficace, mais seulement lorsqu'il est utilisé avec modération. Lorsque les jardiniers entendent dire que le sucre peut réveiller la biologie du sol, l'instinct est souvent d'en ajouter plus, de l'appliquer plus souvent, ou de le traiter comme un engrais ordinaire. C'est là que les problèmes commencent. La première, et la plus courante des erreurs, consiste à rendre le mélange trop fort. Le sirop épais versé directement sur le sol ne se comporte pas comme un thé microbien dilué. Au lieu de cela, il devient une fusée éclairante pour les insectes, en particulier les fourmis. Le sucre est l'un des attractifs les plus puissants de la nature. Et si la concentration est trop élevée, des colonies entières de fourmis le découvriront en quelques heures.
Ce qui était censé nourrir les microbes devient soudainement un buffet sur la surface du sol. C'est pourquoi le ratio d'une cuillère à café par gallon est important. Il est assez fort pour les microbes, mais assez faible pour éviter de transformer votre jardin en une autoroute à insectes. La deuxième erreur consiste à l'appliquer trop fréquemment. Le sol est un système vivant qui a besoin d'un équilibre entre l'air, l'humidité, les microbes et la matière organique. Lorsque trop de sucre pénètre trop souvent dans le sol, les bactéries se multiplient si rapidement qu'elles commencent à consommer de grandes quantités d'oxygène dans la zone racinaire. Les plantes ont autant besoin de cet oxygène que les microbes. Si le sol s'appauvrit temporairement, les racines peuvent ralentir au lieu d'accélérer. C'est pourquoi les jardiniers expérimentés utilisent la mélasse comme un stimulus périodique, plutôt que comme une habitude d'arrosage de routine. Une fois toutes les 2 semaines pendant la croissance active est généralement plus que suffisant pour déclencher la réponse biologique que nous souhaitons. La troisième erreur est le calendrier saisonnier. Dans un sol froid, le monde microbien est surtout inactif. Les bactéries et les champignons ralentissent considérablement lorsque les températures chutent, presque comme en hibernation. Si la mélasse est appliquée lorsque le sol est encore froid, le sucre reste simplement dans le sol humide sans être traité par les microbes. Au lieu de dynamiser l'écosystème, il peut créer des conditions qui encouragent la pourriture ou une fermentation indésirable. Attendre que les températures du sol dépassent environ 10 degrés Celsius, 50 degrés Fahrenheit, garantit que la main-d'œuvre microbienne est réveillée et prête à réagir. En d'autres termes, la mélasse est puissante, précisément parce qu'elle interagit avec la vie dans le sol. Mais comme tout système biologique, cette vie réagit mieux aux petits signaux qu'aux doses massives. Quand les gens pensent aux engrais, ils imaginent généralement des sacs, des étiquettes et des chiffres imprimés sur le côté d'un rayon de magasin. Mais le système de fertilité le plus puissant du jardin a toujours été invisible. Il vit déjà dans le sol, attendant tranquillement les bonnes conditions pour recommencer à travailler. Une seule cuillère de mélasse ne nourrit pas une plante au sens traditionnel du terme. Au lieu de cela, elle réveille la communauté en dessous, les bactéries et les champignons qui transforment les minéraux en nourriture, qui protègent les racines des maladies et qui transforment lentement la terre sans vie en quelque chose de sombre, friable et plein de structure. Lorsque ce processus commence, la différence devient visible au-dessus du sol. Les feuilles prennent une couleur plus foncée. Les tiges se renforcent. Les légumes développent une meilleure saveur, parce que la plante ne fait plus que survivre. Elle coopère avec le sol qui l'entoure. Et c'est le changement discret que de nombreux jardiniers finissent par découvrir. L'objectif n'est pas de forcer les plantes à pousser plus vite avec des produits chimiques plus puissants. L'objectif est de reconstruire le système vivant dans lequel les plantes étaient censées pousser. Alors, au lieu de nourrir la plante directement, nourrissez la vie en dessous. Parce qu'une fois que le sol est de nouveau vivant, il s'occupe de tout le reste. À bientôt dans le jardin. Si cette exploration de la vie cachée dans votre sol a changé votre façon de voir votre jardin, veuillez vous abonner et aimer la chaîne. Nous nous consacrons à la découverte de la sagesse ancienne et de l'histoire naturelle que les méthodes modernes ont souvent négligée. Cultivons ensemble un avenir meilleur. Le prochain secret de la Terre sera bientôt révélé.